Alors bonjour, bienvenue à cette capsule, la deuxième sur l'adjectif. Je m'appelle Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pourquoi faire une deuxième capsule sur l'adjectif? Parce que franchement, c'est une classe de mots qui pose encore beaucoup de difficultés aux étudiants de repérage et d'accord. Donc, ça vaut la peine de creuser un petit peu la question, surtout dans des petits cas limites qu'on va voir ensemble aujourd'hui, de confusion avec d'autres classes de mots. Donc, un petit rappel, je pense que ça vaut la peine de revenir sur les caractéristiques dont on a parlé dans la première capsule. On a vu ensemble qu'il y avait vraiment deux sortes d'adjectifs, l'adjectif classifiant d'un côté et l'adjectif qualifiant de l'autre. Alors, très rapidement, l'adjectif classifiant, c'est un peu plus difficile de le localiser quand on est plus jeune parce qu'on le confond souvent avec le nom, mais dans le fond, c'est un adjectif qui est relativement facile à repérer quand on est plus vieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se place toujours à l'intérieur d'un GN après un nom. On peut pas le modifier par un adverbe d'intensité comme très, par exemple. Je peux pas dire la faune très canadienne parce que la faune est canadienne ou est pas canadienne, ou est suédoise ou est américaine. Donc, je peux pas utiliser mes petites manipulations pour le faire. Puis des fois, le remplacement fonctionne pas super bien non plus. Ça dépend là, des adjectifs classifiants. Mais sinon, la position nous aide vraiment. Donc, c'est pas eux qui nous causent le plus de soucis. C'est davantage les adjectifs qu'on dit qualifiants. Les adjectifs qualifiants sont plus difficiles à repérer parce qu'ils se placent à plein de positions dans la phrase. Le groupe peut occuper plein de fonctions différentes. Donc, ils ont comme une espèce de flexibilité syntaxique qui rend les choses un peu plus complexes. Par chance, on est davantage capable de les repérer par certaines de nos manipulations. Donc, voyons l'exemple suivant. Réparé par la mécanicienne, la voiture accidentée est magnifique. J'ai trois adjectifs dans cette phrase-là. J'en ai un qui est plus facile à repérer. Il est placé après un déterminant, un nom. Donc, accidenté ici est en position d'adjectif, donc il est à l'intérieur de mon GN. Mais j'ai aussi un adjectif après un verbe, donc qui occupe à ce moment-là, le groupe occupe à ce moment-là la fonction d'attribut du sujet. Et j'ai aussi un adjectif qui commence la phrase, même un groupe adjectival qui a été déplacé en début de phrase, c'est peut-être ceux qu'on a le plus de difficultés à repérer. Donc, réparé par la mécanicienne. On peut même parfois les confondre avec des compléments de phrase parce que je peux le déplacer, je peux l'effacer, mais comme c'est un groupe adjectival, je le sais qu'il y a complément de quelque chose dans la phrase. Ici, complément de voiture, donc parce qu'il est en relation avec voiture, c'est sûr qu'il n'est pas complément de phrase. Il est davantage complément du nom. Vous verrez ça là, dans vos fonctions. Donc, on fait attention à ça parce que la position varie, on vient de le voir, mais je peux toujours les modifier par un adverbe d'intensité. Entièrement réparé, très accidenté, vraiment magnifique. Donc, on voit que je peux utiliser des adverbes d'intensité pour les repérer. Je peux aussi les remplacer par d'autres adjectifs, rafistolé, bleu, imbattable. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est un petit rappel, mais simplement pour qu'on garde en tête ces caractéristiques de base là des adjectifs, parce que ce sont les caractéristiques de base qui vont nous permettre de gérer les cas un peu plus difficiles que je vais présenter dans le cadre de cette capsule-là, soit d'être attentif à la position de l'adjectif, à la présence de virgule aussi, d'utiliser nos adverbes d'intensité, de remplacer par un autre adjectif, ça c'est toujours quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et parfois, je l'ai pas dit jusqu'à présent, mais parfois on peut revenir à la forme féminine quand ça s'entend bien, là, amusant, amusante. J'entends la forme féminine. Donc, parfois, ça peut être un moyen qui peut nous aider. Pas toujours, mais parfois, oui. Donc, on garde ça dans notre banque de ressources possibles. Alors, pour la capsule, on va travailler ensemble à deux problèmes de repérage de l'adjectif, deux enjeux. Le premier, le plus important, je pense, c'est la confusion avec le verbe. Là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible de confondre adjectif et verbe? Bien, c'est vraiment très facile de le faire. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la mécanique de l'adjectif, c'est que pour créer des adjectifs, on prend à peu près n'importe quel verbe et on va chercher les formes du participe, soit du participe présent ou du participe passé. C'est comme ça qu'on crée une bonne quantité d'adjectifs en français. Ça va même jusqu'à un certain point où on a oublié que l'adjectif était d'abord un verbe à l'origine, tellement qu'on utilise plutôt le mot sous sa forme adjectivale. Donc, si je regarde la phrase suivante, « Cette artiste ratée est morte », bien,
le mot « morte », si je vous demandais quelle était la classe de ce mot-là, 95% d'entre vous allaient me dire que c'est un adjectif. Vous auriez pas tort, morte, c'est effectivement un adjectif, c'est feuille morte, etc. Sauf que quand je manipule la phrase et que je la transforme en un temps simple, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, mon adjectif vient de disparaître. Hein? Cet artiste raté est morte, cet artiste raté meurt. Un adjectif, c'est pas censé disparaître dans une phrase. J'aurais été obligée de le conserver, là. Cet artiste raté meurt morte. Mais on voit bien que ça fonctionne pas. Donc, comme je suis capable de le faire disparaître, l'adjectif, en changeant mon temps de verbe, ben, c'est parce que c'était pas un adjectif, mais un verbe. Alors, vous voyez cette zone floue, là, entre adjectif puis verbe, là, c'est vraiment très, très fréquent, au point que parfois on en oublie, en fait, cette parenté-là avec certains mots. Donc, une fois que c'est dit, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est vraiment deux formes du verbe qui donnent naissance, si vous voulez, à des adjectifs. C'est la forme participe au présent ou au passé. Donc, par exemple, dans le verbe ravir, on va prendre ce verbe-là à titre d'exemple. Dans le verbe ravir au participe présent, c'est ravissant. Donc, la magicienne, ravissant tout le monde, a sorti un lapin de son chapeau. Donc, à partir de mon participe passé ravissant, je suis capable de créer un adjectif. Donc, le botaniste invente une plante ravissante. Dans le premier cas, la magicienne, je peux pas dire la magicienne très ravissant tout le monde. Par contre, le botaniste invente une plante très ravissante, ça fonctionne bien. On voit que mes manipulations pour identifier un adjectif fonctionnent dans le deuxième cas, mais fonctionnent pas dans le premier cas. C'est vraiment important de comprendre ça parce que dans le TECFE, on joue beaucoup sur la différence non seulement d'accords, mais même parfois d'orthographe entre la forme du participe présent et la forme de l'adjectif participe, ou en tout cas la forme de l'adjectif. Par exemple, le mot « convaincant », si c'est un participe présent, ça va prendre QU. Si c'est un adjectif, ça va prendre un C. Puis on va vous poser explicitement des questions comme ça pour distinguer l'un et l'autre. Alors, si vous n'êtes pas capable de bien reconnaître si c'est un participe présent ou un adjectif, bien là, c'est encore plus difficile à ce moment-là de faire le bon choix au niveau de la graphie du mot. Donc, retenez cette petite stratégie-là, ça peut vous aider. Pour en revenir à mon verbe ravir, ben je peux aussi aller chercher la forme du participe passé du verbe ravir pour créer des adjectifs. Donc, dans la phrase « Ce jeune homme a ravi le cœur de la demoiselle », j'ai un participe passé, hein, le verbe ravir qui est là. « Ce jeune homme ravit le cœur de la demoiselle », je peux revenir à un temps simple. J'ai là vraiment mon participe passé, mais ça me permet aussi de créer un adjectif. Le botaniste, ravi par sa découverte, crie de joie, très ravi par sa découverte, heureux par sa découverte, content par sa découverte. Donc, on voit que je peux, à ce moment-là, avoir un adjectif à partir d'un participe passé. J'irai pas plus loin sur cette question du participe passé parce que, vous le savez, c'est pas mal plus compliqué. La notion de participe passé est complexe et ça vaut la peine de venir faire un petit éclaircissement à son sujet. Donc, je vous invite à aller voir la capsule qui porte spécifiquement sur cette notion-là. Nous, dans cette capsule-ci, on va poursuivre avec la notion de participe présent pour l'explorer davantage au niveau de nos manipulations. Donc, pourquoi c'est important de le faire? Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, adjectif et verbe s'accordent pas du tout de la même façon. Un verbe au participe présent, ça reste invariable, ANT. Mais en plus, on a aussi de l'orthographe, la façon d'écrire le mot qui peut changer selon qu'on a soit l'adjectif ou le participe présent. Donc, ça vaut la peine d'être capable de faire la différence entre les deux. Quand vous avez un doute, ben, manipulez. Puis n'oubliez pas que lorsqu'on cherche des classes de mots, on utilise toujours plus qu'une preuve pour trancher la question parce que des cas limites, ça existe. Et donc, parfois, on a besoin de cette accumulation de preuves-là. On a vu ensemble au début de la capsule comment repérer nos adjectifs. Voici quelques stratégies pour repérer maintenant des participes passés, des participes présents. On se rappelle que les participes présents, ce sont des verbes, donc on peut toujours utiliser notre stratégie d'adjectif de négation, hein, le ne pas pour pouvoir les identifier. On se rappelle aussi que comme ce sont des verbes, on peut modifier le temps du verbe. Donc, si je suis capable de changer de temps de verbe, à ce moment-là, ça me montre que c'est un verbe. Et le passage du temps composé à un temps simple, c'est un bon moyen.
Et autre stratégie, mais un verbe peut avoir des compléments. Donc, dans un cas limite, là, on peut aussi travailler à identifier la présence de compléments de verbe qu'on peut ou pas pronominaliser. Ça peut être un moyen de trancher certains cas plus litigieux en tant que tel. Donc, on commence. Si vous êtes prêts, je prends la phrase suivante. Mon cornet glacé est satisfaisant. Donc, j'applique mes manipulations. Je peux remplacer satisfaisant par un adjectif que je connais, qui est typique, comme bon. Ça fonctionne bien. Je peux utiliser mon adverbe d'intensité très satisfaisant. Donc, on voit aussi que pas de souci, ça fonctionne très, très bien là. J'aurais pu le mettre au féminin, hein, en ayant un sujet féminin. Ma glace est satisfaisante. Mon attribut du sujet aurait pu se mettre à ce moment-là au féminin, puis on entend la forme du féminin sans aucun problème. Par contre, ce qui me prouve que c'est pas un verbe, ben je peux pas mettre ne pas. Je peux pas dire mon cornet glacé ne satisfaisant pas. Ça fonctionne pas du tout. Je peux pas non plus le transférer à un temps composé, là, ayant satisfait. Ça non plus, la phrase fait pas de sens. Là, ça accroche l'oreille, c'est certain. Donc, conclusion, satisfaisant ici est très clairement un adjectif. Et donc, je le vais gérer comme un adjectif. Il va s'accorder comme un adjectif et son orthographe va respecter l'orthographe de l'adjectif plutôt que du participe présent. Deuxième cas à vous montrer, c'est le cas où j'ai probablement là un participe présent. Le cornet glacé satisfaisant mon palais, j'arrête de manger. Alors, dans ce cas-ci, j'applique les mêmes manipulations. J'essaie de voir si je peux remplacer par un adjectif. Le cornet glacé, bon. Mon palais, j'arrête de manger, impossible. Je ne peux pas non plus utiliser d'adverbe d'intensité. Mon cornet glacé, très satisfaisant à mon palais. Ça fonctionne pas bien. Et je peux pas non plus le mettre au féminin. La glace satisfaisante mon palais, ça fonctionne pas du tout. Par contre, je peux utiliser le ne pas cette fois-ci. Le cornet glacé ne satisfaisant pas mon palais, j'arrête de manger. Aucun problème à ce moment-là. Je peux utiliser le temps composé. Le cornet glacé ayant satisfait mon palais, j'arrête de manger. Pas de problème là non plus. Et je peux même identifier, en fait, ou repérer un complément à mon verbe. Le cornet glacé, le satisfaisant, j'arrête de manger, donc satisfaisant mon palais. Donc là, ça me donne un indice supplémentaire que j'ai bel et bien là un participe présent. Donc, vous voyez, ce sont, dans le fond, des manipulations de base avec des caractéristiques de base, mais ça nous permet quand même de venir gérer des cas un peu plus complexes. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours dans votre TECFE. Autre point, ou dans vos textes, là, et même avec les élèves. L'autre élément sur lequel je voulais revenir par rapport à l'adjectif où on a de la difficulté à le repérer, c'est la confusion entre adjectif et adverbe. C'est une confusion qui est très fréquente pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que beaucoup d'adjectifs peuvent devenir des adverbes et beaucoup d'adverbes peuvent devenir des adjectifs. C'est comme deux classes de mots qui se passent les mots entre eux, qui ont une frontière assez poreuse là, l'une avec l'autre. C'est vraiment plutôt l'usage du mot, sa position dans la phrase qui va nous permettre de dire que c'était d'abord un adjectif ou plutôt un adverbe de l'autre côté. Donc, ils vont partager une même forme graphique. Ça, c'est le premier défi. Je donne un exemple typique avec fort. Il était fort et elle était fort heureuse. J'ai un adjectif puis un adverbe. Ça s'écrit pareil, de la même façon. Donc, le défi, c'est de faire une analyse là, pour bien comprendre. L'autre défi de l'adjectif puis de l'adverbe, c'est qu'ils occupent souvent les mêmes positions dans la phrase. La pire, je pense, la plus sensible, c'est vraiment la position tout de suite après le verbe à l'intérieur du GV. Par exemple, ces marques sont bonnes ou elles sentent bon. Là. C'est vraiment une zone très, très sensible. On a l'impression que comme ça suit un verbe, c'est un adjectif automatiquement, puis on aurait dit « elle sent bonne ». C'est quelque chose qu'on entend très, très souvent à l'oral. Or, dans le deuxième cas, c'est un adverbe. Dans le premier, c'est un adjectif. C'est important de comprendre quelle est la différence entre ces deux phrases-là, alors que j'ai vraiment deux fonctions différentes, une fonction d'attribut et une fonction de modificateur du verbe. Donc, on va voir un peu plus loin là, comment on peut y arriver là, à distinguer ces éléments-là, mais c'est un enjeu, là, le fait que ça se place après le verbe. Autre enjeu, je pense, qui revient, c'est que adjectif et adverbe, dans les deux cas, ce sont des mots qu'on ajoute à une phrase
pour venir apporter ou contribuer à la phrase de façon un peu similaire en modifiant le sens de certains énoncés qui sont déjà présents, en précisant ou en ajoutant de l'information. Peuvent répondre même parfois aux mêmes questions sémantiques, là. Elles sont curieuses, elles marchent ensemble, comment sont-elles, comment marchent-elles? Donc, il y a comme une ambiguïté au niveau du sens qui permet pas de nous soutenir pour trancher selon que c'est un adjectif ou un adverbe. Donc, ça aussi, c'est un défi. Et enfin, un des défis les plus importants, c'est que notre super manipulation de l'adverbe d'intensité très, là, qu'on ajoute pour identifier un adjectif, fonctionne aussi avec les adverbes. Donc, on peut plus se servir de cette manipulation-là pour identifier ou discriminer l'adjectif de l'adverbe. Ça fonctionnera pas là, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour bien arriver à les distinguer? C'est sûr que comprendre la phrase, comprendre les différentes fonctions dans la phrase, c'est vraiment aidant. Mais si on se situe sur la place, au niveau de la classe de mots, je pense que déjà, porter une attention à la position du mot dans la phrase et aux mots qu'il y a autour avec les autres, la relation qu'il y a avec les autres mots, en retenant notamment que l'adjectif s'accorde avec un nom, mais que l'adverbe, lui, reste invariable. Soyez très sensible à la position après le verbe parce qu'on peut avoir là soit un adjectif ou un adverbe. Et dans ce cas-là, l'adjectif s'efface pas parce que c'est un complément de notre verbe, tandis que l'adverbe, lui, peut toujours s'effacer. Donc, on peut jouer là, sur cette question-là de l'effacement à ce moment-là, dans cette position-là. Le remplacement, c'est toujours efficace. Donc, remplacer par quelque chose que vous savez être un adverbe ou que vous savez être un adjectif typique, ça fonctionne généralement très bien. Puis, en cas de doute, on peut même féminiser le mot pour voir si ça s'entend, là, la forme du féminin. Alors, on illustre ça par un exemple qui se retrouve dans le TECFE souvent. Donc, ce haut fonctionnaire se trompe car une neige drue tombe sur la ville. Donc, j'analyse ici le mot haut et le mot drue pour réaliser, première observation, que ça se situe à l'intérieur d'un groupe, donc nominal. Hein? J'ai un déterminant, le mot haut, et un nom. Donc, qu'est-ce qu'on a entre un déterminant et un nom? D'habitude, c'est un adjectif. Je pose l'hypothèse que « haut » est ici adjectif. Et une neige drue, bien, j'ai la même chose. Hein? J'ai un déterminant, un nom avec un mot qui suit. C'est souvent la position de l'adjectif. Puis en plus, drue ici, bien, il s'accorde avec neige et a un E. Bon, des fois, on le sait pas, là. On se pose justement la question, mais somme toute, sa position comme ça m'amène à penser que ce sont des adjectifs et je peux facilement le démontrer en les remplaçant par d'autres adjectifs. Et dans le cas de neige, un adjectif qui s'entend même à l'oral comme blanche, plutôt que blanc, là, on voit bien ici qu'on féminise puis qu'on a clairement un adjectif. À contrario, dans la phrase suivante, elle parle haut et fort pour couvrir le bruit de la pluie qui tombe drue. Ben haut et drue ici, ce sont les mêmes mots, mais là, ils sont pas tout à fait similaires à la phrase précédente. Déjà, en commençant, ce sont des mots qui sont intégrés à l'intérieur d'un GV, hein? Parle, mon verbe, haut et fort, puis tombe drue. Donc, ça se peut que j'ai là des adverbes. Je vais voir si je peux les effacer. Je peux dire « elle parle fort » ou la pluie qui tombe drue, puis je peux même enlever « haut et fort » ensemble. Là. Je peux dire « elle parle » pour couvrir le bruit de la pluie qui tombe. Pas facile à dire. Puis à ce moment-là, l'effacement fonctionne super bien. Donc, j'ai fort probablement là un adverbe et je le prouve en les remplaçant par d'autres adverbes comme rapidement ou intensément, puis ça fonctionne très, très bien, donc adverbe. Et vous voyez qu'avec nos petites caractéristiques de base, on arrive quand même bien là, à identifier les classes de mots. On voit que le remplacement par un adjectif fonctionne pas. Donc, clairement, on a été capable de résoudre ces cas-là. Mais avant de terminer la capsule, j'attire quand même votre attention sur le fait suivant. La ligne entre les adjectifs et les adverbes, elle n'est pas aussi franche que les exemples que je viens de vous montrer. Donc, il y a quelques cas compliqués là, d'adverbes qui deviennent des adjectifs qui deviennent des adverbes, mais qui gardent leurs caractéristiques d'adverbe, d'invariabilité. Il y a vraiment une espèce de petite soupe là ici qui s'est passée. C'est ça la langue, hein. C'est pas quelqu'un qui l'a inventé. Ça vit, ça bouge. C'est utilisé par des locuteurs. Et donc cette ligne là n'est pas franche. Il faut
je recommande plutôt d'apprendre par cœur ces petits cas particuliers. Si vous y tenez pour, tu sais, coûte cher, elles sont bien, on va pas dire elles sont bien, c'est invariable, mais c'est comme en position d'adjectif. C'est des petits cas comme ça qu'on peut retenir quand même assez facilement, mais sachez que la ligne est mince là, entre l'un et l'autre et qu'il y a quelques cas limites. En général, le TECFE joue sur des cas où les caractéristiques de base peuvent vous aider, mais on peut en retenir quelques-uns qui sont un peu sur cette ligne-là. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé à clarifier davantage la notion d'adjectif, puis à voir, dans le fond, que les caractéristiques de base qu'on enseigne au primaire, aux élèves, nous servent pour régler des cas plus compliqués. Ils sont pas nécessairement plus compliqués, mais tout simplement, on a besoin de plus de preuves pour arriver finalement à bien les identifier. Donc, je vous souhaite bonne chance pour votre TECFE et puis on se revoit dans la prochaine capsule.